l'odeur de Noël était censée être réconfortante. Elle était censée signifier sécurité et chaleur, une pause par rapport au reste du monde. Dans notre maison, c'était l'odeur de la cannelle mijotant sur la cuisinière, le parfum net et propre du pain du sapin de 2 mètres dans le salon, et l'arôme riche et salé du jambon glacé que mon père, David, insistait pour avoir chaque année. J'avais acheté le jambon. J'avais payé l'arbre, les bâtons de cannelle et l'électricité qui faisait scintiller les petites lumières blanches sur ses branches. J'avais tout payé. Je le savais, et il le savait aussi, mais c'était un fait dont nous ne parlions jamais. C'était le fondement de notre famille, la chose qui soutenait les planches du plancher. Et nous faisions tous semblant qu'il n'était pas là. Avant de commencer, assurez-vous d'aimer cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et de laisser un commentaire ci-dessous pour me dire d'où vous regardez dans le monde. Ce soir, le silence à table me semblait différent. Ce n'était pas le calme habituel après une longue journée. C'était lourd, tendu. Ma mère, Hélène, chipotait ses haricots verts, les poussant d'un côté à l'autre de son assiette. Ma jeune sœur, Maddy, qui avait 17 ans et vivait dans un monde de notifications téléphoniques et de drames de lycée, faisait défiler son écran sous la table, une habitude que mon père détestait habituellement, mais qu'il ignorait ce soir. J'ai mangé ma nourriture, chaque bouchée avait le goût de cendre. J'avais travaillé un double quart au restaurant pour m'assurer d'avoir assez d'argent pour les cadeaux sous le sapin et le dîner dans nos assiettes. J'avais 24 ans, et tout ce que je ressentais, c'était l'épuisement profond d'une femme 2 fois plus âgée. J'ai regardé mon père couper son jambon. Ses mouvements étaient colériques, le couteau raclant durement contre l'assiette en céramique. Il ne m'avait pas dit plus de 3 mots de toute la journée. J'étais habitué à ses humeurs, à la façon dont elles pouvaient assombrir la maison comme un front orageux. Mais c'était autre chose. C'était un orage qui avait déjà éclaté, et j'attendais juste le tonnerre. Finalement, il a laissé tomber sa fourchette. Elle a cliqueté contre son assiette, un son si fort dans la pièce silencieuse que Maddy a sursauté et a levé les yeux de son téléphone. Ma mère a tressailli. David Monroe m'a regardé droit dans les yeux, ses yeux plats et froids. La lueur festive des lumières du sapin de Noël a capté l'argent dans ses cheveux, mais il n'y avait aucune chaleur dans son visage. « Tu es un fardeau, Lena » a-t-il dit. Sa voix n'était pas forte, mais elle a traversé l'air comme un éclat de verre. « Tu ne peux plus rester ici. » Les mots ne semblaient pas réels. Ils flottaient dans l'air, épais et laids, transformant le parfum de la cannelle en quelque chose d'acide. Un fardeau. Le mot résonnait dans l'espace entre mes oreilles. J'ai pensé à la facture d'électricité dans mon sac à main. La facture d'eau que j'avais payée en ligne ce matin. Le reçu pour l'épicerie toujours froissé dans la poche de mon manteau. J'ai pensé au paiement hypothécaire que je les avais aidés à faire le mois dernier, quand le travail de concepteur graphique indépendant de mon père s'était de nouveau tari. Tout cela, chaque dollar, chaque heure de sommeil perdu, tourbillonnait dans ma tête. Ma mère laissa échapper un rire aigu et nerveux. C'était un son que je connaissais bien, un son comme de la glace mince qui craque. « Oh, David, ne sois pas comme ça, dit-elle, ses yeux allant de lui à moi. C'est Noël. Ne fais pas de blagues. » Ce n'est pas une blague, Hélène, rétorqua-t-il, sans me quitter des yeux. Le visage de Maddy était devenu pâle. Sa fourchette, chargée de purée de pommes de terre, tremblait dans sa main. Elle fixait notre père, la bouche légèrement ouverte, un regard d'incrédulité pure sur son visage. Elle était la protégée, celle qui n'avait jamais à voir ce côté de lui si directement. Elle était l'enfant qu'il voulait, la facile. J'étais la difficile, celle qui leur rappelait leurs échecs. Un bourdonnement a commencé dans mes oreilles, bas au début, puis de plus en plus fort jusqu'à ce qu'il couvre la douce musique de Noël diffusée par le petit haut-parleur sur le comptoir. C'était le son de mon propre pouls qui martelait. Je sentais le sang affluer à mon visage. J'avais envie de crier. J'avais envie de me lever et d'énumérer chaque facture que j'avais payée, chaque fois que j'avais comblé le vide, chaque sacrifice que j'avais fait pour que nous puissions avoir cette nuit de Noël parfaite en apparence. J'avais envie de jeter l'assiette de nourriture que j'avais payée à la figure, mais je ne l'ai pas fait, car dans ce seul moment horrifiant, quelque chose à l'intérieur de moi s'est brisé. Ce n'était pas une rupture bruyante, fracassante. C'était un claquement silencieux et net. La partie de moi qui avait passé des années à essayer de gagner leur amour, la partie qui continuait d'espérer un remerciement ou une simple reconnaissance, est morte. Elle s'est flétrie et s'est envolée comme de la poussière. Et ce qui restait était calme, un calme froid,
terrifiant et libérateur. Il avait enfin dit la partie silencieuse à haute voix. Il m'avait donné la vérité. Il ne me voyait pas comme une fille. Il me voyait comme une obligation qu'il en avait marre de faire semblant d'apprécier. Il me voyait comme une ressource dont il avait fini d'exploiter. J'ai reposé ma propre fourchette, la plaçant doucement à côté de mon assiette. Je l'ai regardé dans les yeux, mon regard ferme, le bourdonnement dans mes oreilles s'est arrêté. La pièce est revenue au point, la nourriture à moitié mangée, la fausse joie des décorations, le visage choqué de ma sœur, la peur désespérée dans les yeux de ma mère. J'ai tout vu avec une parfaite clarté. D'accord, dis-je. Ma voix était calme, si calme qu'ils ont tous dû se pencher légèrement pour l'entendre. Il n'y avait pas de cris. Il n'y avait pas de larmes. J'ai refusé de lui donner la satisfaction de me voir craquer. Tout ce que je lui ai donné, c'est ce simple accord. D'accord. C'était une promesse. C'était un verdict. C'était le bruit d'une porte qui se ferme pour de bon. Je me suis levé de la table, ma chaise faisant un doux grincement sur le plancher de bois franc. Personne n'a dit un mot. Mon père m'a juste regardé avec cette même expression froide, comme s'il me mettait au défi de le contester. Ma mère avait l'air de vouloir disparaître dans le papier peint. Les yeux de Maddy étaient grands ouverts et brillants de larmes non versées. Je suis sorti de la salle à manger et je suis monté à l'étage dans ma chambre, mais pas régulier et mesuré. Les murs du couloir étaient bordés de photos de famille, principalement de Maddy, le premier jour d'école de Maddy, Maddy à son récital de danse, Maddy riant sur une plage. Il y en avait une de moi, un portrait d'école rigide de la 5e année où j'avais un sourire de travers et une frange coupée trop courte. J'avais toujours été une pensée après coup. Ma chambre était petite, la même chambre que j'avais depuis que j'étais enfant. Les murs étaient jaune pâle, une couleur que je détestais. Je voulais les peindre en gris depuis des années, mais ma mère disait que c'était trop triste. Le lit simple était poussé contre un mur, recouvert d'une courte pointe que ma grand-mère avait faite avant de mourir. C'était la seule chose dans la maison qui me semblait vraiment m'appartenir. Je n'ai pas allumé la lumière principale. J'ai juste allumé la petite lampe sur ma table de chevet et j'ai sorti ma plus grande valise du fond du placard. Elle était vieille et éraflée à cause de la seule et unique fois où j'étais parti en vacances, un voyage à la plage avec ma meilleure amie Rachel après avoir obtenu notre diplôme d'études secondaires. C'était la dernière fois que je m'étais senti vraiment libre. J'ai fait mes valises en silence. La maison était une chose vivante autour de moi, respirant avec tension. Les murs qui avaient autrefois été mon monde entier avaient maintenant l'impression de se refermer, m'étouffant avec le poids des ressentiments non exprimés et des obligations sans fin. J'entendais les voix de mes parents en bas, une dispute basse et étouffée. La voix d'Hélène était aiguë et hésitante, suppliante. Celle de David était un grondement ferme et colérique. Les mots indistincts, mais le ton indubitable. Il enfonçait le clou. Il ne reculerait jamais. J'ai plié mes jeans, mes uniformes de travail, les quelques beaux pulls que je possédais. J'ai emballé mes articles de toilette, l'exemplaire usé de mon livre préféré, la petite boîte de lettres que Rachel et moi nous étions écrites à l'université. J'étais méthodique, mes mouvements automatiques. Je ne pensais pas, je faisais juste. Si je m'arrêtais pour penser, je savais que les larmes viendraient, et je ne pouvais pas les laisser venir. Pas ici. Pas dans cette maison. On a frappé doucement à la porte. Léna ? La voix de Maddy était un murmure. C'est ouvert, dis-je, ne levant pas les yeux alors que je fermais une poche latérale sur la valise. Elle se glissa dans la pièce et ferma doucement la porte derrière elle. Ses yeux étaient humides et rouges. Elle serrait son téléphone dans sa main comme une bouée de sauvetage. Tu ne peux pas être sérieuse, dit-elle, sa voix se brisant. Tu pars vraiment ? Je l'ai finalement regardée, ma petite sœur, celle que j'avais pratiquement élevée, celle que j'aimais plus que quiconque au monde, même lorsqu'elle faisait partie du système qui m'écrasait. Il me l'a dit, dis-je simplement. Il est juste de mauvaise humeur. Il ne le pensait pas, insista-t-elle, faisant un pas de plus. Ils ne peuvent pas faire ça. Tu paies pour tout. La lumière, l'eau. Maman ne sait même pas comment se connecter au site web de la compagnie d'électricité. Un sourire amer toucha mes lèvres. Plus maintenant, dis-je. J'ai redressé la valise sur ses roulettes. Elle était lourde, toute ma vie emballée dans un seul sac. Il a dit que j'étais un fardeau. Alors, j'emporte mon fardeau ailleurs. Ce n'est pas vrai, et tu le sais, murmura-t-elle,
les larmes coulant finalement sur ses joues. Qu'est-ce qu'on va faire? Le bon m'a frappé comme un coup de poing dans le ventre. Pendant des années, ma vie avait été axée sur le bon, ce dont nous avions besoin, ce qui nous faciliterait la tâche. Je ne m'étais jamais arrêté pour demander ce dont j'avais besoin. Je me suis approché d'elle et j'ai essuyé une larme de sa joue avec mon pouce. Sa peau était si douce. Elle me semblait encore une petite fille. Tu vas bien, dis-je, mais les mots semblaient vides. Je ne savais pas si elle le serait. Je ne savais pas si aucun d'eux le serait, mais je savais avec une certitude qui me glaçait les os qu'il n'était plus de ma responsabilité de m'en assurer. Maddy secoua la tête, s'éloignant légèrement. Un éclair de quelque chose de dur traversa son visage, un regard qui ressemblait tellement à celui de notre père que j'en fus surprise. Tu vas le regretter, murmura-t-elle. Ce n'était pas un avertissement. C'était une accusation, comme si c'était moi qui mettais le feu à la maison, pas celle qui fuyait les flammes. Je lui adressai un petit sourire tremblant, la première émotion honnête que j'avais montrée depuis que j'avais quitté la table. C'était un sourire de pure douleur sans mélange. Peut-être, répondis-je doucement, ma voix à peine audible, mais pas autant que de rester. J'ai attrapé mon sac à main et la poignée de ma valise. Je n'ai pas pris la courte pointe. Je n'ai pas pris les vieilles photos. J'ai laissé derrière moi le fantôme de la fille qui vivait ici. Alors que je passais devant Maddy, elle n'a pas essayé de m'arrêter. Elle est juste restée là à pleurer au milieu de ma chambre vide. L'horloge sur le tableau de bord indiquait 4h17. Le monde extérieur était sombre et immobile, enveloppé dans le silence profond et froid qui ne se produit que dans les heures qui précèdent l'aube. Je n'avais pas dormi. Après avoir quitté ma chambre, je m'étais assise dans l'obscurité du salon, écoutant la maison se calmer. Mon père était allé se coucher, claquant la porte de sa chambre. Ma mère avait bougé en bas pendant un certain temps, lavant la vaisselle avec des cliquetis forts et en colère, avant de monter à l'étage, elle aussi. Je l'ai entendue pleurer à travers les planches du plancher. Je n'ai rien ressenti. Maintenant, debout dans l'allée, l'air froid me mordait les joues et me faisait pleurer. J'ai chargé ma valise dans le coffre de ma Honda de 10 ans, celle que j'avais achetée avec mon propre argent, celle que je remboursais encore. Chaque mouvement me semblait délibéré, final. J'ai fermé le coffre avec un doux clic qui a sonné comme un coup de feu dans la rue calme. Je suis monté sur le siège du conducteur, mais je n'ai pas démarré la voiture. Au lieu de cela, j'ai sorti mon téléphone. L'écran projetait une pâle lumière bleue sur mon visage. Mes mains étaient fermes. J'ai ouvert le dossier sur mon écran d'accueil intitulé « Service public ». Un par un, j'ai commencé à démanteler la vie que j'avais maintenue pour eux. D'abord, la compagnie d'électricité. J'ai navigué sur leur site web maladroit jusqu'à la page « Annulation de service ». Raison de l'annulation? J'ai tapé « Déménagement ». Date d'entrée en vigueur? J'ai sélectionné la date d'aujourd'hui. Une petite fenêtre contextuelle est apparue, êtes-vous sûr de vouloir continuer? Cette action est irréversible. J'ai appuyé sur confirmer. Une vague de quelque chose de sauvage et de puissant m'a envahi. On aurait dit la liberté. Ensuite, Internet. Je me suis connecté au portail du fournisseur et j'ai lancé l'annulation. Puis l'eau. Le site web de la ville était encore pire, mais j'ai trouvé le bon formulaire. Titulaire du compte, Lena Monroe. Plus pour longtemps. Clique Netflix, Hulu, le compte Amazon Prime que ma mère utilisait pour tous ses achats. Chaque compte était à mon nom, lié à mon compte bancaire. Je les avais tous créés il y a des années, lorsque le crédit de mon père était fichu et que ma mère ne savait pas comment faire. C'était plus facile comme ça, plus facile pour eux. À chaque tape sur mon doigt, je sentais un cordon se rompre. Je les coupais, non seulement financièrement, mais complètement. Il n'y aurait pas de notes sur le comptoir de la cuisine. Pas de texte d'adieu dramatique et larmoyant. Pas d'avertissement. Il n'en méritait pas un. Les mots de mon père avaient été mon avertissement. Tu es un fardeau. D'accord. Un fardeau ne laisse pas d'adresse de réexpédition. Au moment où la première lueur de lumière grise est apparue à l'horizon, j'avais terminé. J'ai reposé le téléphone, j'ai pris une profonde inspiration de l'air glacial et j'ai démarré la voiture. Le moteur a vrombé et je suis sorti de l'allée sans jeter un seul regard en arrière sur la maison sombre. Le trajet vers le nord était flou. L'autoroute était vide, juste moi et quelques camions long courrier. J'ai mis une liste de lectures que Rachel m'avait faite il y a des années,
pleine de chansons en colère et bruyantes de femmes qui hurlaient sur la trahison et la survie. J'ai monté le volume jusqu'à ce que les haut-parleurs vibrent. Pour la première fois depuis des années, je n'avais pas à m'inquiéter de réveiller qui que ce soit. 3 heures plus tard, j'étais garé devant l'immeuble d'appartement de Rachel. C'était un vieil immeuble en briques dans une partie de la ville qui était un peu délabrée, mais pleine de vie. Je lui ai envoyé un seul texte, « Je suis là ». 1 minute plus tard, la porte d'entrée de l'immeuble s'est ouverte. J'ai tiré ma valise sur 3 étages jusqu'à son appartement. Quand elle a ouvert la porte, elle n'a pas posé de questions. Elle m'a juste serré dans ses bras. Rachel était petite, mais ses câlins étaient féroces, comme si elle pouvait physiquement faire sortir la douleur de vous. « Tu restes ici aussi longtemps que tu en as besoin, dit-elle, sa voix étouffée par mes cheveux. Son appartement était en désordre. Une pile de courriers était posée sur la petite table d'entrée. Son chien, un croisement de beagle hyperactif nommé Buster, a commencé à aboyer à tout rompre et à me sauter sur les jambes. Tout l'endroit sentait légèrement le café brûlé. Le canapé dans le salon s'affaissait au milieu, ses coussins aplatis par des années d'utilisation. C'était le plus bel endroit que j'ai jamais vu. Rachel m'a fait une tasse de café. C'était, en fait, brûlé, et je me suis assise sur le canapé bosselé avec Buster qui essayait de me lécher le visage. Elle s'est assise par terre devant moi, me regardant simplement, me laissant silencieuse. Et pour la première fois depuis aussi longtemps que je pouvais me souvenir, je me suis senti en sécurité. Pendant 3 jours, il y a eu la paix, une paix étrange, déconcertante, merveilleuse. J'ai dormi sur le canapé affaissé de Rachel, et j'ai dormi plus profondément que je ne l'avais fait depuis des années. Je me suis réveillé non pas au son des soupirs passifs-agressifs de ma mère ou des piétinements de mon père, mais au son de la queue de Buster cognant contre le pied d'une table. Rachel et moi avons commandé des pizzas, regardé des émissions de télé-réalité stupides et parlé de tout et de rien. Je ne lui ai pas raconté les détails de ce qui s'était passé le soir de Noël, pas encore. J'ai juste dit que j'avais besoin de m'éloigner, et elle a compris. Mon téléphone est resté en mode silencieux, face cachée sur la table basse. Je savais que c'était une bombe à retardement. Le 3e jour, il a finalement explosé. Il a commencé à vibrer sans cesse, vibrant si fort qu'il a glissé sur le bois. Je l'ai ramassé. L'écran était un mur de notifications, cet appel manqué de ma mère, 2 de mon père, cela m'a surprise, et des dizaines de textos frénétiques de Maddy. Je les ai fait défiler, le cœur serré, lourd et froid dans ma poitrine. Maddy, Léna, où es-tu? Maman panique. Maddy, Léna, sérieusement, réponds à ton téléphone. Ce n'est pas drôle. Maddy, papa crie sur maman. Tu dois l'appeler. Maddy, Léna, s'il te plaît, fais-nous juste savoir que tu vas bien. Le dernier message, envoyé il y a quelques minutes à peine, était différent. Maddy, le courant est coupé. Le Wi-Fi a disparu. Papa perd la tête. J'ai failli rire, un vrai rire, aigu et sans humour. Bien sûr, il l'était. Son monde, celui qui tournait si bien sans qu'il ait jamais à lever le petit doigt, commençait à s'effondrer. Juste à ce moment-là, le téléphone a recommencé à sonner. C'était ma mère. Pour une raison quelconque, j'ai répondu. Peut-être que je voulais l'entendre par moi-même. Peut-être que je voulais juste la satisfaction. Léna? Sa voix était mince et paniquée. Oh, Dieu merci. Léna, quelque chose ne va pas. Les lumières, tout est éteint. Internet, la télé, rien ne fonctionne. J'ai essayé d'appeler la compagnie d'électricité, mais ils ont tous ces menus automatisés. Les factures? Je les coupais. Ma voix était calme, stable et complètement dépourvue d'émotion. J'avais l'impression d'écouter une inconnue parler. Je n'ai pas payé, dis-je. Silence, pas seulement une pause, mais un vide complet à l'autre bout du fil. Je pouvais l'entendre respirer, un son tremblant et superficiel. Je pouvais l'imaginer debout dans la cuisine sombre, le visage gravé de confusion. Puis elle a parlé à nouveau, sa voix un fragile murmure. La question qui a confirmé tout ce que je savais déjà, la question qui a scellé son destin et ma liberté. Tu as payé pour ça? L'ignorance pure et honnête dans sa voix était stupéfiante. Pendant toutes ces années, comment pensait-elle que la lumière restait allumée? Croyait-elle en une sorte de fait de l'électricité magique? Ou choisissait-elle simplement de ne pas voir parce que voir signifierait devoir être reconnaissante?
Voir signifierait reconnaître que sa fille de 24 ans leur permettait de garder la tête hors de l'eau. Qui d'autre pensais-tu payer pour ça, maman? J'ai demandé. La question était douce, mais elle portait le poids de 1000 sacrifices silencieux. Je n'ai pas attendu de réponse. Je n'en avais pas besoin. Sa question était la seule réponse qui comptait. J'ai appuyé sur l'icône rouge sur mon écran, mettant fin à l'appel. Clic, j'ai bloqué son numéro. Puis j'ai bloqué celui de mon père. J'ai laissé celui de Maddy pour l'instant. Celui-là me semblait différent, plus difficile. Rachel m'a regardé de la cuisine, son expression inquiète. Tu vas bien? J'ai pris une profonde inspiration, la première inspiration complète que j'avais prise en 3 jours. Oui, dis-je, et j'ai été surprise de constater que c'était la vérité. Je pense que oui. Je m'attendais à ce que la prochaine phase soit une guerre émotionnelle, des voyages de culpabilité de ma mère, des messages vocaux en colère, peut-être même une plaidoirie dramatique de Maddy. J'étais préparé à ça. J'avais passé toute ma vie à naviguer dans leur champ de mines émotionnelles. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'était à des représailles. Le lendemain matin, alors que je buvais une autre tasse du terrible café de Rachel, mon téléphone a vibré avec un autre type de notification. C'était un courriel de ma banque. Objet, alerte de sécurité. Une connexion récente à votre compte a été effectuée depuis un nouvel appareil. Une froide appréhension m'a envahi, aigrisant instantanément le goût du café. L'emplacement de l'appareil était indiqué comme étant ma ville natale, mon ancien ordinateur de bureau. Il essayait d'entrer dans mon compte bancaire. 1 minute plus tard, une autre alerte, cette fois pour ma carte de crédit. Tentative suspecte de réinitialisation de mot de passe, puis une autre pour mon courriel. Il essayait systématiquement de briser ma vie pour reprendre le contrôle qu'il avait perdu. Le choc s'est rapidement transformé en une colère froide et protectrice. Il ne s'agissait plus seulement d'argent. C'était une violation. Mon téléphone a sonné. C'était Maddy. J'ai répondu immédiatement. Il perd la tête, murmura-t-elle, sa voix serrée de peur. Je pouvais entendre des bruissements en arrière-plan, comme si elle se cachait dans un placard. Léna, papa est sur ton ancien ordinateur. Il y est depuis des heures. Je sais, dis-je sombrement, en regardant les alertes sur mon téléphone. Ma banque fait exploser mon courriel. Il utilise ce carnet que maman gardait, continua Maddy à toute vitesse, sa voix se brisant. Le petit bleu? Celui avec tes anciens mots de passe et tes questions de sécurité de quand tu as eu ton premier courriel? Je me sentais mal. Je me souvenais de ce carnet. Ma mère l'avait commencé quand j'étais adolescente, un endroit pour garder une trace des informations importantes, mon premier mot de passe de courriel, la réponse à ma question de sécurité, quel était le nom de ton premier animal de compagnie? Tout était là, écrit dans son écriture cursive soignée et bouclée. Quelque chose qui avait autrefois semblé une habitude maternelle attentionnée était maintenant utilisé comme une arme contre moi. C'était une liste de toutes mes vulnérabilités, compilée par ma propre mère et remise à mon père. Dis-lui qu'il perd son temps, dis-je, ma voix plus dure que je ne le voulais. J'ai changé tous ces mots de passe il y a des années. Il ne peut pas entrer. J'avais tout mis à jour lorsque j'ai obtenu mon premier vrai emploi, en passant à un gestionnaire de mots de passe sécurisé. Dieu merci pour les petits miracles. Maddy resta silencieuse pendant un moment. Je pouvais entendre sa respiration saccadée. Il ne pense pas clairement, Léna. Il n'arrête pas de dire que tu nous as ruinés. Il crie que tu lui as volé, que tout l'argent sur ton compte est à lui parce que tu vivais sous son toit. La logique était si tordue, si narcissique, que j'en ai presque perdu mon souffle. Dans son esprit, mes revenus étaient sa propriété. Mon existence était un service que je lui devais. Mon départ n'était pas un acte de préservation de soi, c'était un vol. Ma poitrine s'est serrée, non pas par peur pour moi, mais pour Maddy. Elle était piégée dans cette maison avec lui, avec sa rage qui s'intensifiait. Maddy, écoute-moi, dis-je, ma voix basse et urgente. La porte de ta chambre est-elle verrouillée? Oui, murmura-t-elle. Garde-la verrouillée. Ne t'approche pas de lui. S'il essaie quoi que ce soit, et je veux dire quoi que ce soit, s'il te crie dessus, s'il essaie d'entrer dans ta chambre, si tu te sens en danger ne serait-ce qu'une seconde, tu m'appelles. Tu raccroches et tu m'appelles tout de suite. Tu comprends? D'accord, Queen ATL. Je suis sérieuse, Mads.
N'essaie pas de gérer ça. N'essaie pas de le calmer. Ce n'est pas ton travail. Cela avait toujours été mon travail, mais plus maintenant. Maintenant, tout ce que je pouvais faire, c'était essayer de protéger ma sœur des retombées de l'incendie que j'avais enfin cessé d'essayer d'éteindre. J'ai raccroché le téléphone, ma main tremblant légèrement. Il n'était pas seulement en colère, il était en train de perdre le contrôle, et j'avais le terrible sentiment qu'il n'allait pas rester derrière un écran d'ordinateur pendant longtemps. 3 nuits se sont écoulées dans une paix fragile et temporaire. Les alertes de sécurité sur mon téléphone avaient cessé. J'avais passé des heures en ligne à activer l'authentification à 2 facteurs sur tous les comptes que je possédais, en créant de nouveaux mots de passe qui étaient de longues chaînes compliquées de charabia. Je construisais une forteresse numérique. Dans les moments calmes, j'ai aidé Rachel à repeindre sa salle de bain, l'odeur de la peinture parfumée à la lavande recouvrant l'odeur persistante de café brûlé. Nous étions une équipe. Pour la première fois, j'avais l'impression de faire partie d'un partenariat, pas seulement d'un système de soutien à une seule femme. Je commençais à croire que je pouvais réellement construire une nouvelle vie, que le fantôme de mon ancienne vie ne me trouverait pas ici. Nous étions assises sur le canapé à regarder une émission de compétition stupide à la télévision et à partager un bol de popcorn quand le son est venu. Ce n'était pas un coup. C'était un claquement. Un martèlement lourd et violent qui semblait secouer tout l'appartement. Rachel et moi avons toutes les deux sursauté, le popcorn se répandant sur le sol. Buster, le beagle, a bondi de son lit et a commencé à aboyer furieusement à la porte. Un autre claquement, plus fort cette fois. Boum. 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 C'était le son d'une rage pure et débridée. Rachel baissa le son de la télévision, les yeux écarquillés de peur. « Tu attends quelqu'un » chuchota-t-elle, sachant déjà que la réponse était non. Je n'avais pas besoin de deviner. Je savais. Une certitude froide et pesante s'installa dans mon estomac. Il m'avait retrouvé. La forteresse numérique n'avait pas suffi. Il était venu détruire la forteresse physique. Léna, je sais que tu es là. Ouvre cette porte. La voix de mon père. C'était un rugissement déformé par le bois épais de la porte, mais indubitable. C'était la même voix qui m'avait traité de fardeau, qui hurlait maintenant dans le couloir de mon refuge, le transformant en cage. Ne réponds pas, souffla Rachel, attrapant mon bras. Sa main tremblait. Je me levai lentement, les jambes comme remplies de ciment. Je me dirigeai vers la porte et regardai par le Judas. La lentille fichée déformait son visage en un masque grotesque de fureur. Sa peau était marbrée et rouge. Ses poings étaient serrés le long de son corps, et ses yeux étaient sauvages, dérangés. Ce n'était pas l'homme silencieusement cruel du dîner de Noël. C'était un homme qui avait perdu tout contrôle. C'était un homme qui avait l'air dangereux. Je reculai de la porte, ma propre peur un œuf froid dans ma gorge. Mais sous la peur se trouvait ce même calme étrange qui m'était tombé dessus dans la salle à manger. Ce n'était pas un différend familial. C'était une menace. Et je savais exactement comment gérer une menace. Appelle la police, dis-je à Rachel. Ma voix était ferme, même si mon cœur battait à tout rompre contre mes côtes. Quoi? Appelle le 112 maintenant? Je répétai, les yeux fixés sur la porte, qui trembla de nouveau sous un autre coup. Rachel tâtonna pour trouver son téléphone, les doigts tremblants alors qu'elle composait le numéro. Dehors, les cris continuaient, une tirade d'accusations et d'exigences. Tu nous dois. Tu ne peux pas simplement t'en aller et nous laisser sans rien. Tout ce que tu as, c'est grâce à nous. Petite ingrate. Ces mots étaient destinés à blesser, à me faire honte pour me soumettre. Mais ils ne le firent pas. Tout ce qu'ils firent, c'était confirmer que j'avais fait le bon choix. Ils ne voulaient pas d'une fille. Ils voulaient une possession, un atout qui s'était enfui. J'entendais la voix étouffée et paniquée de Rachel au téléphone avec le répartiteur. Le père de mon ami, il essaie de défoncer la porte. Oui, 3B, s'il vous plaît, dépêchez-vous. Cela sembla une éternité, mais ce fut probablement moins de 2 minutes. Les coups cessèrent brusquement. J'entendis de nouvelles voix dans le couloir, fermes et officielles. Monsieur, vous devez vous éloigner de la porte. Elle est là-dedans. Elle me doit, hurla mon père, sa voix se brisant de désespoir. Monsieur, mettez vos mains derrière votre dos. Je risquai un autre regard par le Judas. 2 policiers le tenaient, un de chaque bras, le poussant contre le mur opposé.
Le couloir était soudainement peint de traits clignotants de lumière rouge et bleue provenant de la fenêtre de la cage d'escalier. Alors qu'il lui passait les menottes, mon père tourna la tête, ses yeux sauvages cherchant le Judas, comme s'il pouvait me voir à travers. « Tu vas le regretter, Léna, cria-t-il, sa voix résonnant dans le couloir alors qu'il l'emmenait de force. Tu vas regretter d'avoir tourné le dos à ta famille. » J'appuyai mon front contre le bois frais de la porte, prenant une profonde respiration tremblante. Rachel vint se tenir à côté de moi, posant une main réconfortante sur mon dos. Je ne tressaillis pas. Je ne pleurais pas. J'écoutais simplement sa voix s'éloigner dans les escaliers jusqu'à ce qu'il ne reste plus que le son de Buster gémissant doucement à mes pieds. Il avait tort. Je ne regretterais pas ça. C'était la première décision que j'avais jamais prise dont je savais avec une certitude absolue que je ne la regretterais jamais. L'arrestation m'offrit quelques jours de calme. Une ordonnance restrictive fut déposée. Mon père fut libéré sous caution avec un avertissement sévère de rester loin de moi. Je savais que cela ne le retiendrait pas longtemps, mais c'était un morceau de papier, une limite légale que je pouvais maintenant faire respecter. Cela ressemblait à un progrès. Je commençais à chercher mon propre appartement, un petit studio, n'importe quoi qui soit à moi et à moi seul. J'essayais d'aller de l'avant, de construire une vie où je n'aurais pas à regarder par-dessus mon épaule. Puis mon téléphone vibra avec un texto de Maddy. Mon estomac se serra à chaque fois que je voyais son nom, tiraillé entre mon amour pour elle et le monde toxique qu'elle représentait. Maddy, je suis tellement désolé pour papa. Est-ce que tu vas bien? Moi, je vais bien. Et toi, Maddy? Il n'est pas là. Il est resté chez un ami. Mais Léna, maman se comporte bizarrement. Elle est en train de vider ta chambre et le garage. Un nouveau genre d'alarme se déclencha en moi. Ce n'était pas une question de sécurité physique, mais de quelque chose d'accent grave peu près aussi violent. Moi, qu'est-ce que tu veux dire par vider? Un message photo arriva. C'était une photo de l'arrière de ma vieille Honda garée dans l'allée. Le coffre était ouvert, et à l'intérieur se trouvait mon ancien sac d'appareil photo et ma sacoche d'ordinateur portable. Mon sang se glaça. Le texto suivant confirma ma peur. Maddy, elle vend tes affaires. Elle a dit que tu les avais abandonnées. Elle les emmène au prêteur sur gage du centre-ville. La voiture aussi. Elle a trouvé la clé de rechange. La rage, pure et brûlante, me traversa. Cette voiture était ma liberté. Cet ordinateur portable contenait mes dissertations universitaires, mes photos, toute ma vie numérique. Cet appareil photo était la seule chose chère que j'ai jamais achetée pour moi, un passe-temps qui m'apportait une petite mesure de joie. Ce n'était pas que des choses. Elles étaient à moi. Et ma mère, ma propre mère, était en train de les voler. Je dois y aller, dis-je à Rachel, attrapant mes clés. Léna, attends. Est-ce que c'est sûr? Je m'en fiche, rétorquai-je, ma voix tendue. Elle ne s'en tirera pas comme ça. Le trajet de retour vers ma ville natale fut alimenté par l'adrénaline et un sentiment de juste fureur. C'était tellement pire que les tentatives désespérées de mon père pour accéder à mes comptes bancaires. C'était un acte calculé de vol et de trahison par la seule personne qui était censée être ma protectrice. Je m'arrêtai devant la maison. La vue de celle-ci, la pelouse soignée et la porte bleue accueillante, me rendit malade. Ma mère était sur le porche en train de trier une boîte de mes vieux livres, son visage se durcissant en un masque défensif lorsque la porte de ma voiture claqua. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda-t-elle, sa voix tranchante. Elle ne tenait pas la clé de ma voiture, elle tenait la carte grise. « Tu sais pourquoi je suis ici ?» dis-je, marchant droit vers elle. Je m'arrêtai au bas des marches du porche, me mettant à son niveau. « Tu as volé ma voiture, maman ?» Elle ricana, en fait. Le son était tellement dédaigneux, tellement dépourvu de remords, qu'il me stupéfia. Ne sois pas si dramatique. Elle était garée dans l'allée. Tu ne l'utilisais pas. Tu l'as abandonnée quand tu nous as abandonnés. Elle est enregistrée à mon nom. C'est moi qui effectue les paiements. C'est légalement ma propriété. Donne-moi la clé et la carte grise, dis-je, ma voix dangereusement basse. Non, dit-elle, croisant les bras. Tu ne le mérites pas. Pas après ce que tu as fait. Tu as appelé la police sur ton père. Ton propre père. Il a essayé de défoncer ma porte, rétorquai-je, ma voix s'élevant enfin. Tu es en train de me voler. Ne vois-tu pas à quel point c'est insensé?
Je suis ta mère. Tu ne peux pas me parler de cette façon, dit-elle, ses yeux lançant des éclairs. Nous avions besoin de l'argent. De l'argent que tu aurais dû nous donner. Je la fixais, l'absolue, inébranlable statue de victime dans ses yeux. Elle croyait vraiment qu'elle avait droit à ma propriété, à ma vie. Elle croyait que c'était moi qui étais dans le tort. À ce moment-là, je sus qu'il n'y avait plus rien à sauver. Pas de relation, pas le moindre soupçon d'amour maternel. Tout avait disparu, brûlé par leur cupidité et leur égoïsme sans fond. Ma colère se calma, remplacée une fois de plus par cette clarté glaçante et absolue. Je sortis mon téléphone, ses yeux se plissant. « Qui appelles-tu » m'a dit, pour me dénoncer. « Non, dis-je calmement, mon pouce planant au-dessus du clavier. Je la regardai droit dans les yeux. « J'appelle le 112. » Son visage se relâcha sous le choc, puis s'effondra dans l'incrédulité. « Tu ne ferais pas ça. » Je composai le premier chiffre. « Hein, Léna, arrête ça. C'est ridicule. » Je composai le deuxième chiffre. « Hein, tu ne peux pas me faire ça. »« Je suis ta mère, » hurla-t-elle, sa voix montant à un ton hystérique alors qu'elle comprenait enfin que j'étais sérieuse. Je composai le dernier chiffre. 2 et appuyai sur appel. « Bonjour, 112. Quelle est votre urgence ?» Gardant les yeux fixés sur le visage horrifié de ma mère, je parlais clairement au téléphone. « Je voudrais signaler un vol de véhicule. Je m'appelle Léna Monroe. La personne qui l'a volé est ma mère, Hélène Monroe, et elle se tient juste devant moi. Je ne versai pas une larme lorsque la voiture de police, la deuxième à se rendre dans cette maison maudite en moins d'une semaine, s'arrêta au bord du trottoir. Je ne pleurai pas lorsqu'ils emmenèrent ma mère, sanglotant et protestant, à l'arrière du véhicule. Les voisins regardaient par leur store, leurs rideaux tressaillants. Qu'ils regardent. Que le monde entier voit la vérité de cette famille d'apparence parfaite dans cette rue de banlieue tranquille. Ma mère avait crié, « Tu ne peux pas me faire ça !» Mais alors que je me tenais sur le porche, tenant la clé et la carte grise de ma voiture, je connaissais la vérité. Tu te le es déjà fait à toi-même. Les retombées de l'arrestation de ma mère furent immédiates et laides. Mon père, faisant maintenant face à ses propres accusations, la fit libérer sous caution en quelques heures. Ma brève victoire me sembla creuse, remplacée par une crainte rongeante. Je n'avais pas seulement bluffé. J'avais déclaré la guerre totale. Je leur avais pris quelque chose qu'ils pouvaient comprendre, leur image publique, leur prétention d'être une famille normale et respectable, et je savais qu'ils ne me le pardonneraient jamais. Le lendemain matin, je reçus un texto d'un numéro inconnu. Il n'y avait que 5 mots, « Tu vas le regretter ». Il n'y avait aucun doute d'où il venait. La menace n'était plus sauvage et criée dans un couloir. Elle était froide, silencieuse et livrée directement dans ma poche. Elle me semblait plus dangereuse. Je bloquai le numéro, mais je ne pouvais pas bloquer la peur qui commençait à s'enrouler dans mon estomac. Je logeais de nouveau chez Rachel, mais son appartement ne me semblait plus sûr. Il ressemblait à une cible. Mon téléphone sonna. C'était Maddy. Je répondis à la première sonnerie. Léna, chuchota-t-elle, sa voix tremblant tellement que je pouvais à peine la comprendre. Elle pleurait. Il est sorti. Papa l'a fait libérer sous caution ce matin. Je sais, Mads. Je me doutais qu'il le ferait. Est-ce que tu vas bien? Non, articula-t-elle en s'étranglant. Il est là. Ils sont tous les deux là. Ils hurlent l'un sur l'autre à propos de toi. Il a dit, oh, mon Dieu, Léna, il a dit qu'il venait te chercher. Il a dit qu'il allait en finir. Le monde bascula. En finir? Qu'est-ce que ça voulait dire? L'ambiguïté était terrifiante. Il vient de monter dans sa voiture, sanglota-t-elle. Il part. Je crois qu'il vient chez ton ami. Tu dois partir de là. S'il te plaît, Léna, va quelque part. Mais je n'allais pas fuir. Plus maintenant. J'avais fui une fois, et il avait suivi. Cette fois, j'allais tenir bon. Mais ma première pensée fut pour Maddy. Non, Maddy. Tu dois partir de là maintenant. Fais une valise. Juste les choses importantes. Je viens te chercher. Quoi? Non, Léna. Ne fais pas ça. Il te verra. Il y a toujours des policiers postés devant votre maison à cause de l'ordonnance restrictive, n'est-ce pas? Demandai-je, mon esprit s'emballant.
Après l'arrestation de ma mère pour vol, la police avait promis de maintenir une voiture de patrouille à proximité pendant quelques jours. Oui, mais. Pas de mais. Fais ta valise. J'arrive dans 3 heures. Nous allons te faire sortir. Je vais appeler la police locale et leur dire que je viens chercher ma sœur et le reste de mes biens, et que j'ai une ordonnance restrictive contre mon père. Je raccrochai avant qu'elle ne puisse argumenter. Mes mains tremblaient, mais mon objectif était clair. Je ne pouvais pas construire une nouvelle vie pour moi tant que ma sœur était une otage dans cette zone de guerre. Le trajet fut les 3 heures les plus longues de ma vie. J'appelai le répartiteur de la police pendant que je conduisais, expliquant la situation d'une voix calme et monocorde. Ils m'assurèrent que le policier de service serait au courant de mon arrivée. Lorsque je m'engageai dans mon ancienne rue, la vue de la voiture de patrouille garée en face de la maison fut la seule chose qui empêcha mon cœur de battre hors de ma poitrine. Maddy devait regarder par la fenêtre car elle sortit en courant de la porte d'entrée dès que je me garai. Elle jeta 2 sacs de sport sur ma banquette arrière et sauta sur le siège passager, son visage pâle et couvert de larmes. « Il n'est pas encore revenu, dit-elle à bout de souffle. Allons-y. Pas encore, dis-je, ma mâchoire serrée. Il n'a pas le droit de nous faire peur. Je sortis de la voiture et rentrai avec Maddy dans la maison une dernière fois. Nous nous déplacions rapidement, attrapant son ordinateur portable, ses livres précieux, une boîte de photos. Chaque bruit venant de l'extérieur nous faisait sursauter. Et puis c'est arrivé. Les phares inondèrent l'allée, balayant le mur du salon. Le camion de mon père s'arrêta, bloquant ma voiture. Il en sortit, le visage d'un orage. Il me vit, et pendant une seconde, il eut l'air surpris. Puis son expression se transforma en haine pure. Il commença à marcher vers nous, les poings serrés. « Tu crois que tu es meilleur que nous » cracha-t-il, sa voix basse et menaçante alors qu'il atteignait le porche où Maddy et moi étions figés. Je poussai Maddy derrière moi. Je regardai l'homme qui était mon père, cet étranger rempli de poison, et je sentis la dernière parcelle de peur à l'intérieur de moi se consumer, ne laissant qu'un noyau dur et froid de force. « Je sais que je le suis, dis-je, ma voix ferme et claire. C'était la vérité. C'était la vérité la plus simple et la plus profonde de ma vie, et je l'avais enfin dite en face. » Ses yeux s'écarquillèrent de fureur. Il fit un pas en avant, levant la main, et à ce moment-là, je n'étais pas sûr de ce qu'il allait faire, mais il n'en eut jamais l'occasion. Le policier de la voiture de patrouille était soudainement là, une présence solide et uniforme se plaçant entre nous. « Monsieur, c'est assez proche, dit le policier, sa voix calme mais inflexible. Vous êtes en violation d'une ordonnance restrictive. Quittez les lieux maintenant. » Mon père me fixa par-dessus l'épaule du policier, ses yeux brûlants d'un regard de haine si profonde. C'était presque pitoyable. Il avait perdu. Il avait perdu son pouvoir, son contrôle, sa victime, et il le savait. Sans un mot de plus, il se tourna, remonta dans son camion et s'éloigna dans l'obscurité. Le temps ne guérit pas toutes les blessures. Certaines blessures ne sont pas destinées à guérir. Elles sont destinées à se cicatriser, à vous rappeler ce à quoi vous avez survécu. Les 2 années qui suivirent ne furent pas une question de guérison. Elles furent une question de reconstruction. J'obtins ce studio. Il était petit, avec une cuisine qui n'était guère plus qu'un placard et une vue sur un mur de briques. Mais il était à moi. Chaque centimètre carré était mon sanctuaire. Je changeai de numéro de téléphone. Je supprimai tous mes réseaux sociaux et créai de nouveaux comptes privés sous une variante de mon nom. Je coupai tous les liens, sectionnant les derniers fils effilochés qui me reliaient à David et Hélène Monroe. Maddy vécut avec moi et Rachel pour le reste de sa dernière année de lycée. C'était bondé et chaotique, mais c'était sûr. Elle trouva un emploi à temps partiel et un thérapeute. Elle commença lentement à démêler les années de culpabilité et d'obligation qui avaient été tissées en elle. Elle apprit qu'elle n'était pas responsable du bonheur de ses parents. Elle apprit qu'elle avait le droit d'avoir sa propre vie. Je ne parlais plus jamais à mes parents. Je n'en eus jamais besoin. C'étaient des fantômes, des figures d'une vie passée qui n'avaient plus aucune emprise sur moi. 2 ans après cette dernière et laide confrontation dans l'allée, Maddy eut 18 ans. Elle avait été acceptée dans une université d'État à 4 heures de route. Un matin doux chaud et ensoleillé, je l'aidai à emballer mes 2 petits Honda. Elle n'avait pas grand-chose, juste 2 sacs de sport et quelques boîtes de livres, mais tout ce qu'elle avait était à elle, gagné et choisi. Nous conduisîmes jusqu'à son université, les fenêtres baissées, chantant mal en chœur à la radio.
Le campus était magnifique, plein de vieux bâtiments en briques et d'immenses chênes ombragés. Nous trouvâmes sa chambre de résidence, un petit espace au mur de parpaing qu'elle partagerait avec une inconnue. Ça sentait la peinture fraîche et les nouveaux départs. Alors que nous déballions ses affaires, étalant sa nouvelle couette sur le lit étroit et empilant ses manuels sur le petit bureau, un sentiment de paix profonde s'installa en moi. Nous y étions parvenus. Nous étions ici. Lorsque la dernière boîte fut vide, Maddy se tourna vers moi, les yeux brillants de larmes. Elle me jeta ses bras autour du cou, me serrant si fort que ça faisait presque mal. « Merci, Léna, chuchota-t-elle dans mon épaule. Pour tout. » Je la serrai aussi fort, ma propre gorge serrée par l'émotion. Je reculai et la regardai, ma sœur intelligente, résiliente et merveilleuse, se tenant au bord de sa propre vie, une vie qu'elle allait pouvoir construire pour elle-même. « Tu es libre maintenant, chuchotai-je, essuyant une larme de sa joue. » Maddy rit, un beau son à queue. Elle essuya ses propres yeux et me regarda, un large sourire sincère s'épanouissant sur son visage. « Toi aussi, dit-elle. » Et dans cette petite chambre de résidence vide, entourée de la promesse d'un avenir pour lequel nous nous étions battus, je sus qu'elle avait raison. En fin de compte, mes parents ont tout perdu. Cela s'est produit non pas avec fracas, mais avec un effondrement lent et inévitable. Sans mes revenus pour renflouer leurs finances, les factures impayées s'accumulèrent. La maison dont ils étaient si fiers, celle dont ils m'avaient expulsé, fit l'objet d'une saisie 6 mois après mon départ. Le travail de mon père en freelance était trop sporadique, et ma mère n'avait jamais travaillé un seul jour de sa vie d'adulte. Leur arrestation les avait rendus notoires dans notre petite ville, leur réputation ruinée. Personne ne voulait embaucher l'homme en colère dont le drame familial était de notoriété publique. Ils dérivèrent. Ils emménagèrent dans un appartement bon marché dans la ville voisine, puis dans un autre après cela. Maddy avait de leurs nouvelles de temps en temps, des messages vocaux désespérés et décousus laissés pour son anniversaire ou les jours fériés. À quelques reprises, des lettres arrivèrent à mon ancienne adresse chez Rachel, renvoyées par la poste. Elles étaient écrites de la main de ma mère, les enveloppes fines et bon marché sans adresse de retour. Elles étaient remplies de suppliques de pardon, d'argent, d'une connexion qu'eux-mêmes avaient rompue. Je ne les ouvris jamais. Je les jetai sans les ouvrir à la poubelle. Il n'y avait rien qu'ils puissent dire qui aurait de l'importance. Le pardon était une monnaie qu'ils n'avaient pas gagnée et que je ne portais plus. Certaines nuits, quand la ville est calme et que le seul son est le bourdonnement du réfrigérateur dans ma petite cuisine, je me souviens de ce dîner de Noël. Je peux encore sentir le jambon et le pain. Je peux encore voir le sourire cruel et méprisant sur le visage de mon père alors qu'il prononçait sa sentence sur moi, « Tu es un fardeau, Léna. » Les mots ne piquent plus. Ils planent dans ma mémoire, non pas comme une insulte, mais comme un diagnostic de sa propre cécité. Il n'avait jamais vu la vérité. Il n'avait jamais compris que la personne qu'il jetait était la seule chose qui maintenait son monde fragile. Je n'ai jamais été le fardeau. J'étais la colonne vertébrale. Je regarde autour de moi dans mon appartement tranquille la vie que j'ai construite de mes propres mains, une vie remplie de paix et d'amour réel et choisi. Ce n'est pas une vie grandiose, mais c'est une vie honnête. Et elle est à moi. Ils ont fait leur choix, dis-je doucement à la pièce vide. Et j'ai fait le mien.